Merci à tous déjà d'être venus à ma présentation de thèse. Donc je vais vous présenter les principaux résultats que j'ai obtenus lors de ma thèse. Et essayer surtout de vous raconter une petite histoire avec tout ça pour que ce soit un peu plus ludique et un petit peu plus pédagogique. Donc cette thèse a été réalisée à l'Université de Grenoble, au laboratoire d'écologie alpine, sous la direction de Laurence Després et de Jean-Philippe David. Et elle s'intitule « Devenir du bioinsecticide BTI dans l'environnement et impact sur le développement de résistance chez le moustique ». Alors avant de commencer, vous avez sûrement remarqué que cette présentation est un peu particulière, notamment pour sa forme, puisqu'elle s'étend sur 2 écrans. Alors vous inquiétez pas, 2 fois plus de place ne veut pas forcément dire 2 fois plus d'informations, bien au contraire. L'objectif est sur la diapositive de droite de faire une présentation classique, où je vais énumérer l'introduction, matériel et méthode, résultats, discussion. Et la diapositive de gauche me servira à 2 choses. Dans un premier temps, sur la partie de gauche, vous verrez l'état d'avancement dans le plan, ça vous permettra à n'importe quel moment de savoir où on est dans la présentation, et de raccrocher si vous vous êtes endormi. Et dans le reste de la présentation, nous construirons ensemble un schéma bilan dans chacune des parties afin de faciliter la compréhension des résultats et également leur discussion. Donc cette thèse a été, les expérimentations réalisées lors de cette thèse ont été financées par l'Agence nationale pour la recherche et également par la région Rhône-Alpes. Et j'ai moi-même été financé par une bourse, une allocation ministérielle, puis par un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Alors commençons par le commencement et parlons des moustiques. Alors je suis sûr que parmi vous, tout le monde a une anecdote à raconter sur le moustique. Que ce soit un barbecue gâché par des moustiques assoiffés de sang, ou une nuit blanche passée à traquer le moustique responsable du buzz-buzz incessant. Bref, les moustiques sont largement détestés par les populations humaines, notamment à cause des nuisances provoquées par leurs piqûres. Mais dans le reste du monde, où sévissent de nombreuses maladies souvent mortelles pour l'homme, le moustique est également perçu comme un vecteur de mort. En effet, certaines espèces de moustiques peuvent transmettre des parasites, tels que Plasmodium, responsable de la malaria, aussi connu sous le nom de paludisme. Cette maladie touche plus de 200 millions de personnes dans le monde et a entraîné plus de 655 000 décès en 2010. Les moustiques peuvent également transmettre des vers parasites, responsables entre autres de la filariose lymphatique, connue aussi sous le nom d'éléphantiasis, maladie hautement invalidante qui touche plus de 40 millions de personnes dans le monde. Enfin, vous savez que les moustiques transmettent également des virus, tels que le virus de la dengue, dont on estime que 40% de la population mondiale est à risque pour cette maladie, ou encore le virus de la fièvre jaune, ou du chikungunya, dont les flambées épidémiques ont augmenté ces 10 dernières années. Alors malheureusement, pour la plupart de ces maladies, nous ne disposons pas de vaccins ou de traitements spécifiques permettant de les endiguer. Ainsi, un contrôle efficace et une lutte efficace contre ces maladies repose sur un contrôle efficace des populations de leur vecteur principal, les moustiques. Alors pour pouvoir lutter contre le moustique, il est nécessaire de connaître un minimum sa biologie et donc son cycle de vie. Donc là, voici le moustique que vous connaissez tous, le moustique adulte, qui se nourrit, comme de nombreux insectes, de nectar de plantes. Seule la femelle, lorsqu'elle va s'être accouplée avec un mâle, va réaliser un repas de sang qui lui permettra d'apporter les protéines et l'énergie nécessaires pour amener ses œufs à maturité, qu'elle ira pondre ensuite à l'interface entre les rayons, soit directement à la surface de l'eau sous forme de barquette, soit sur les berges d'un gîte à moustiques selon les espèces. Les œufs vont ensuite éclore, libérer les larves de moustiques, qui vont se développer en milieu aquatique avec 4 stades, séparés chacun par une nuit. S'ensuivra le stade nymphal, durant lequel le moustique ne se nourrit plus, et l'adulte se développe pour émerger quelques jours plus tard. Alors historiquement, une des premières stratégies de lutte contre le moustique fut la recherche et l'élimination systématique des gîtes à moustiques. Avec la prise de conscience de l'intérêt écologique, notamment en termes de biodiversité, des gîtes à moustiques, donc des zones humides, que sont les marais, les marécages, les tourbières. Cela a conduit à l'abandon de cette stratégie en milieu rural, mais elle est toujours d'actualité en milieu urbain, où une piscine non entretenue, des pneus abandonnés ou un pot de fleurs sont autant de gîtes potentiels pour les moustiques. Mais cela passe par une information, je dirais même certaines fois par une éducation des populations locales, pour qu'elles prennent conscience de l'importance, notamment gestion de leur habitat, donc des gestes simples à appliquer pour limiter la prolifération des gîtes à moustiques. Et cela va de pair avec une sensibilisation des populations sur les outils de protection individuelle que sont l'utilisation de moustiquaires, mais également de répulsifs. Alors bien qu'indispensables, ces approches sont souvent limitées par leur côté laborieux et sont relativement longues à mettre en place. Ainsi, un contrôle efficace des populations de moustiques est généralement effectué par des utilisations d'insecticides, soit au stade adulte, soit au stade larvaire. En termes de prévention, on favorisera la lutte larvicide, la lutte adulticide étant généralement utilisée lorsque la lutte larvicide s'est montrée insuffisante. Alors, les premiers insecticides utilisés en démoustication furent les insecticides chimiques avec le DDT dès 1945.
peu chers à produire et relativement efficaces, ils ont permis de lutter efficacement contre les maladies que je vous ai citées précédemment. Malheureusement, de forts niveaux de résistance ont rapidement été trouvés pour ces insecticides, couplés à un fort impact sur l'environnement lié à leur faible spécificité pour les insectes ciblés. Cela a abouti à la prise de conscience d'une lutte certes efficace contre le moustique, mais résolument plus propre, plus respectueuse de l'environnement. Et c'est dans cette dynamique que les insecticides biologiques, dont fait partie le BTI, ont été développés. Alors je viens de vous le dire, le BTI, c'est un bio-insecticide qui fait partie de la même famille que les bacilles de turage qui sont utilisés pour lutter contre les papillons ou les coléoptères, ravageurs connus des cultures de maïs, de coton, ou même des forêts canadiennes. Donc, le BTI agit sur les larves de moustiques, principalement par ingestion, et va perforer l'intestin des membranes des larves pour entraîner leur mort. La toxicité du BTI est liée à la présence d'un cristal protéique produit lors de la sporulation de la bactérie du même nom, Bacillus thuringiensis israelensis. Alors quand je vous parle de cristal, il est un petit peu particulier puisqu'il est formé de plusieurs inclusions, composées de 4 toxines principales, réparties en 2 catégories. Vous avez d'un côté les toxines CRI, avec CRI4A et CRI4B qui forment la première inclusion, et une toxine CRI11 qui forme la deuxième inclusion. La troisième et dernière inclusion est constituée de toxine CIT, la toxine CIT1A. Et l'ensemble est maintenu ensemble par une enveloppe lamellaire. Alors comme vous l'aurez remarqué, les toxines CRI et les toxines CIT diffèrent dans leur structure tridimensionnelle et de ce fait diffèrent également dans leur mode d'action. Les toxines CRI sont directement très fortement toxiques pour les larves de moustiques, alors que les toxines CIT ne présentent qu'une faible toxicité directe, mais sont ce que l'on appelle de très puissants synergistes pour les toxines CRI. C'est-à-dire qu'en la présence de toxines CIT, les toxines CRI voient leur toxicité augmenter de manière très importante. Alors dans l'environnement, le BTI est étendu sous la forme d'une suspension de spores et de cristaux, soit directement par voie terrestre, soit par voie aérienne, par hélicoptère ou par avion. En France métropolitaine, la lutte larvicide à l'aide de BTI est réalisée par les ententes interdépartementales pour la démoustication, les EID, qui sont situées dans les régions Atlantique, Méditerranée et Rhône-Alpes. Vous avez ici des représentants. Alors le BTI, il jouit d'une certaine image un peu dorée, puisqu'il est dit spécifique des moustiques et des mouches noires, donc les insectes cibles du BTI. Il est aussi dit peu persistant dans l'environnement, puisque son activité insecticide ne perdure que quelques jours après le traitement. Et enfin, aucune résistance avérée n'a été détectée en population naturelle. Et pourtant, il y a un peu plus de 10 ans, dans des gîtes de la région Rhône-Alpes, des litières végétales en décomposition, prélevées plusieurs mois après un traitement insecticide, ont montré une forte toxicité pour les larves de moustiques. Cela est lié à la présence de BTI, qui a été mis en évidence par des étalements bactériens, mais également par des PCR ciblant des gènes codants pour les toxines du BTI. Cela veut dire que dans certaines conditions, le BTI peut conserver sa toxicité, voire même peut-être l'augmenter, liée à une persistance différentielle, peut-être même à un recyclage. Alors on s'est aussi demandé dans quelle mesure ce BTI persistant pouvait entraîner des résistances chez le moustique. Donc il y a une souche de laboratoire, Aedes aegypti, qui a été sélectionnée avec cette litière toxique à raison de 10 000 larves, exposées jusqu'à obtenir 70% de mortalité. On a récupéré les larves survivantes, menées à la nymphose et au stade adulte. Et au bout de 30 générations, nous avons obtenu une résistance certes modérée au BTI de 3,5 fois, mais beaucoup plus forte pour les toxines testées séparément, telles que CRI4A. Cela veut dire que sous sa forme persistante, le BTI peut entraîner des résistances, mais qu'actuellement, elles sont inconnues. Donc c'est sur ce constat que s'est basée ma thèse avec 3 grands axes. Un premier axe où nous avons cherché à comprendre comment s'étaient formées les litières toxiques, quel était l'impact des litières finalement sur la biodisponibilité du BTI, sur sa toxicité pour les larves de moustiques, et cela a nécessité le développement d'un outil. Nous avons également voulu savoir quelle résistance avait été développée par cette souche Litox, la souche résistante, en regardant par des approches globales quels étaient ces mécanismes. Et enfin, nous sommes allés voir sur le terrain si une résistance au BTI n'était pas déjà en train de se développer avec une méthode plus sensible que ce qui est actuellement utilisé. Alors commençons par le commencement et prenons un petit peu de place déjà. On va occuper un peu la place. Alors lorsqu'on parle de BTI, de persistance du BTI, en fait il y a 3 notions qui se cachent derrière. Il y a la persistance de l'activité insecticide du BTI, la persistance de la forme persistante du BTI, la spore, et la persistance du cristal protéique toxique. Alors pour l'activité insecticide, on dispose de bioessais. Alors qu'est-ce que c'est que les bioessais? On prend des échantillons environnementaux, de l'eau, du sol, des litières, et on va exposer des larves de moustiques en conditions contrôlées de laboratoire avec des quantités croissantes. Et on mesure la mortalité. Alors l'avantage, c'est qu'on a directement
une indication de la toxicité de l'échantillon, mais on est souvent trop peu sensible. Alors pour suivre le devenir des spores, il y a plusieurs outils qui existent, des étalements bactériens, que je vous ai présenté tout à l'heure, mais également des PCR, voire même des PCR quantitatives, qui permettent dans l'idéal de détecter une remise en culture potentielle des spores. L'inconvénient de cette approche est qu'on ne saura jamais si, à la suite d'une remise en culture des spores, il y a eu production de nouveaux cristaux. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir être capable de suivre le devenir des toxines du BTI dans l'environnement. Et avant ma thèse, il n'y avait aucun outil fiable qui avait été développé pour suivre les toxines du BTI. Alors probablement lié à la faible concentration en BTI retrouvée même juste après un traitement insecticide dans l'environnement, ou au contexte très particulier du BTI, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un cristal de plusieurs toxines en mélange qui peuvent rendre difficile leur détection. Alors lors de ma thèse, vous en doutez, nous avons développé un tel outil qui permet d'extraire de manière reproductible et relativement efficace l'ensemble des toxines du BTI à partir d'échantillons environnementaux, ici de litière végétale préalablement broyée. La commercialisation de cet outil est protégée par un brevet qui a été développé en novembre 2011. Alors, une fois que les toxines ont été extraites, elles sont détectées par un test immunologique, d'ELISA en sandwich. Donc, on dispose d'un couple d'anticorps spécifique pour chaque catégorie de toxines. On a un couple spécifique pour les toxines CRI11, un couple spécifique pour les toxines CYT et un couple spécifique pour les toxines CRI4. Les toxines CRI4A et CRI4B étant très proches en séquence, il ne nous a pas été possible pour le moment de développer des anticorps permettant de les distinguer. Donc, je vais vous présenter rapidement le principe du test ELISA. Donc nous avons un puits ici d'une plaque de 96 puits et on va fixer d'abord le premier anticorps qui va retenir la toxine pour laquelle il est spécifique. Un deuxième anticorps, le deuxième du couple, va reconnaître la toxine qui est fixée et on aura un dernier anticorps qui va reconnaître le complexe et qui lui est couplé à une enzyme qui va dégrader le substrat et donner une coloration d'autant plus jaune qu'il y a de toxine dans le milieu. Et cette coloration est mesurée à 450 nanomètres avec un lecteur de microplaque. Alors, avant de répondre aux questions qu'on a posées en introduction, il a quand même fallu valider notre outil et vérifier qu'il était efficace et sensible. Pour cela, nous avons échantillonné des litières végétales dans un gîte jamais traité de la région Rhône-Alpes, aux alentours de Lyon, et nous l'avons contaminé avec des concentrations croissantes en BTI. Puis nous avons regardé si on arrivait à extraire et détecter cela de manière reproductive. Alors voilà les résultats, là on ne voit pas bien. Vous avez ici en densité optique à 450 nanomètres, donc le signal ELISA, et vous avez ici la concentration en BTI, détectée avec les anticorps anti-CRI4, anti-CRI11 et anti-CYT. Et on voit qu'on a une excellente correspondance entre le signal ELISA et la concentration en BTI inoculée dans les litières avec des R carrés tous supérieurs à 0,98. Donc là c'est bien, on est content, on a réussi à avoir un outil qui est fiable. Mais si on se concentre un petit peu sur les données, on remarque que pour la toxine CYT, on a des valeurs de densité optique qui sont parfois 10 fois plus faibles que pour les autres toxines. Alors c'est comme si on arrivait moins bien à détecter la toxine CYT que les autres toxines. Et on s'est demandé dans quelle mesure cela pouvait avoir un impact sur les proportions des toxines au sein des litières. Alors pour ça, on a d'abord calculé les proportions de chacune des toxines au sein du BTI sur gel de protéines. Alors ce qu'on peut voir, c'est que la toxine CYT représente plus de 80% du mélange, et que parmi les toxines CRI, c'est la toxine CRI11 qui est majoritaire sur les toxines CRI4, représentant plus de 84% du mélange. Alors, avant de tester l'ensemble de l'extraction ELISA, on a d'abord testé seul le test ELISA, en passant du BTI solubilisé, donc en s'affranchissant de l'extraction. Et on remarque que, juste avec le test ELISA, on a une très bonne conservation des proportions. Donc ça veut dire que le test ELISA conserve bien les proportions. On a regardé ensuite l'extraction couplée au test ELISA. Et voilà ce que nous obtenons. On voit que la toxine CYT, après un contact avec la litière, perd en une grande proportion dans les litières, dans le BTI. Alors que les toxines CRI, entre elles, ont des proportions qui sont conservées. Donc si on commence tout de suite notre schéma bilan, ce qu'on vient de montrer là, c'est que lorsqu'on contamine des litières végétales avec du BTI, on n'a aucune modification des proportions des toxines CRI entre elles, alors qu'on a une diminution de l'ordre de 60% de la proportion de toxines CYT. Alors, on s'est dit, on vient juste de mettre du BTI dans de la litière et on remarque un comportement différentiel des toxines. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé dans les litières toxiques. Pour cela, on a testé 4 litières toxiques, échantillonnées, comme je vous l'ai dit, plusieurs mois après un traitement insecticide, dans différents gîtes autour de Talissieux. 2 de ces litières sont composées de feuilles d'aulne et 2 autres sont composées de feuilles de peuplier. Donc, ce qu'on peut voir ici, en P23, P26, c'est les feuilles de peuplier, hall 1, hall 2, les feuilles d'aulne. On n'a pas d'effet de l'essence végétale marqué sur les proportions des toxines. Et pour toutes les litières toxiques, on observe une diminution encore plus forte de la proportion de toxines CYT
Et surtout, le résultat marquant, c'est que cette fois-ci, on a une inversion des proportions des toxines clés, les toxines Cri4 devenant majoritaires sur les toxines clés. Alors, on continue notre schéma bilan, et on vient de montrer qu'après plusieurs mois, plusieurs années, on ne sait pas trop quel est le pas de temps, on a des litières toxiques avec une proportion encore plus faible de toxines CYP par rapport à là, moins 75%, et une inversion des proportions des toxines clés. Alors, on s'est amusé à faire un petit calcul. On a voulu regarder, on comparait les proportions qu'on avait pour chaque toxine dans les litières toxiques par rapport à ce qu'on s'attend à avoir juste après un traitement au BTI dans les gitamoustiques. Et on remarque que par rapport à ce qu'on a juste après un traitement au BTI, on a 26% de toxines Cri4 en plus. Et une des manières les plus simples d'expliquer ça, c'est qu'on a eu une remise en culture des spores qui ont produit de nouveaux cristaux et qui ont permis d'atteindre un niveau de toxines plus important que ce qu'on attend. Alors là, vous êtes fin observateur et vous allez me dire, oui, mais pour les autres toxines, on en a moins. Là, je vous réponds oui. Ça suggère que derrière, après cette prolifération, il y a eu persistance différentielle des toxines. Alors ça, on a voulu le valider, on a voulu le vérifier, avec une petite expérience en microcosme qui a été réalisée avec l'aide de Mathieu Alessi lors de son stage de Master 2. Donc ça consiste, comme vous le voyez, avec des petits cristallisoires dans lesquels nous avons mis des litières, les mêmes litières prélevées dans les gîtes non traités, et nous avons mis de l'eau. Et nous avons testé plusieurs choses, nous l'avons contaminé avec 2 formulations de BTI, les 4 toxines séparées, T4A, T4B, T11 et CYT, avec 2 concentrations, une dose relativement faible et une dose 4 à 5 fois plus forte. Et chaque modalité a été réalisée en triplicate. De plus, les gîtes à moustiques ont souvent des cycles d'assèchement et de remise en eau. Et nous avons voulu tester dans quelle mesure l'assèchement de la litière végétale pouvait entraîner un impact, pouvait avoir un impact sur le devenir des toxines. Et nous avons réalisé plusieurs temps de prélèvement, en plus du temps initial, à 72 heures, 7 jours, 14 jours, 1 mois et 3 mois. Là, je vais vous présenter essentiellement les résultats des toxines séparées. Alors, en fonction du temps, pour toutes les toxines, on a une diminution de la détectabilité des toxines. Donc ça, c'est attendu. Et on remarque ici, donc, en bleu et en rouge, vous avez la faible dose, avec la modalité d'assèchement et de maintien de l'eau, et en vert et en violet, la forte dose, avec modalité d'assèchement et de maintien de l'eau. Et on voit que, quelle que soit la toxine, il n'y a pas d'effet marqué de l'assèchement de la litière sur le devenir des toxines. Et si on regarde attentivement, on voit que les toxines Cri4 ont l'air de perdurer plus longtemps que les autres toxines. Et cela est traduit par le temps de demi-vie, c'est le temps nécessaire pour perdre la moitié du signal initial pour chacune des toxines. Et il est de l'ordre de 10 à 20 jours pour les toxines Cri4, alors qu'il est d'1 jour pour la toxine Cri11 et d'un peu plus de 2 jours pour la toxine CYT. Et si on regarde plus attentivement, on voit que, alors que toutes les toxines se maintiennent à un niveau basal, même après 3 mois d'exposition, la toxine CYT, elle, devient indétectable après seulement 7 jours de contact. Donc, on va compléter un petit peu notre schéma bilan, et on vient de montrer qu'après plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, on a des rapports de persistance, les toxines Cri4 étant plus persistantes que la toxine Cri11, qui elles-mêmes vont se maintenir à un niveau basal, même après 3 mois de contact, là où la toxine CYT disparaît après seulement 7 jours de contact. Et ces résultats sont cohérents avec ce qu'on a eu pour les litières toxiques, où on voit que la toxine CYT est celle qui va perdurer le moins longtemps, qu'on retrouve dans la proportion la plus faible, et en effet, c'est celle qui persiste le moins longtemps, et que les toxines Cri4, qui sont celles qui ont le niveau de persistance le plus important, sont celles qui deviennent majoritaires dans les litières toxiques. Alors, donc là, ce qu'on vient de voir, c'est ok, bon, chaque toxine a l'air de se comporter complètement différemment en contact avec la litière. Et on s'est demandé dans quelle mesure ce comportement différentiel pouvait avoir un impact sur la toxicité du BTI pour les larves de moustiques. Alors nous avons mis en place un petit protocole simple en comparant une condition où les toxines ont été mises en contact avec la litière avec les conditions où elles n'ont pas été mises en contact avec la litière. Donc nous avons repris ces fameuses litières dans des gîtes non traités et nous les avons dans la condition A, broyées, mis dans un gobelet en plastique, rajouté de l'eau et contaminées avec une quantité de toxine Cri ou avec le BTI. Et on compare ça avec la condition B, où cette fois-ci, la même quantité de toxine Cri ou de BTI est utilisée pour contaminer la litière végétale, qu'on va ensuite broyer, mettre dans un gobelet, comme tout à l'heure. Dans chaque gobelet, on va mettre 20 larves, et chaque condition est répétée 9 fois. Et le comptage de la mortalité des larves est réalisé à 24 heures. Alors pour les toxines CYT, le contexte est un petit peu plus particulier, puisque je vous ai dit en introduction que les toxines CYT sont faiblement toxiques directement, mais sont de puissants synergistes sur les toxines Cri. C'est d'ailleurs leur rôle majeur dans le BTI. Donc on a voulu mesurer l'impact de la litière toxique, non pas sur la toxicité des toxines CYT, mais sur leur capacité à synergiser les toxines Cri.
Donc dans la condition C, ça ressemble énormément à la condition A, sauf que cette fois-ci on contamine avec une dose faible de toxine CRI pour avoir à peu près 10% de mortalité, et on rajoute de la toxine CYT pour synergiser la toxine CRI et atteindre beaucoup plus de l'ordre de 60-80% de mortalité. Et on compare ça avec la condition D, où là on contamine seulement la toxine CYT, on contamine la litière toxique seulement avec la toxine CYT dans la même quantité qu'on a dans la condition C. On broie, on met dans le gobelet, et on contamine après avec la toxine CRI dans la même proportion. Et de même, 20 larves par gobelet, 9 réplicables, comptage à 24 heures. Alors les résultats issus de ces expérimentations ont été valorisés dans un article qui vient d'être accepté dans la revue Applied and Environmental Microbiology et qui est d'ores et déjà accessible en ligne sur le site du journal. Alors regardons les résultats. D'abord sur les toxines CRI. Donc là vous avez les 3 toxines mis en contact, non mis en contact. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a aucun effet du contact avec la litière végétale sur la toxicité des toxines CRI. Regardons maintenant ce qui se passe pour les toxines CYT. Donc je vous ai dit, on contamine d'abord avec des doses de toxines CRI faibles, moins de 10%, afin que lorsque l'on rajoute la toxine CYT, par effet de synergie, on ait une augmentation de la mortalité des larves. Et ensuite, nous avons mis les toxines en contact avec la litière à différents temps, pour voir s'il y a un effet du temps sur la synergie. Nous avons mis en contact les toxines CYT 3 heures, 1 jour, 2 jours ou 7 jours, et on voit que quel que soit le temps d'exposition, même le plus court de 3 heures, nous n'avons pas d'effet du temps d'exposition sur la synergie des toxines CYT sur les toxines CRI. Par contre, pour toutes les toxines CRI synergisées, on a une diminution de la synergie des toxines CYT de l'ordre de 20%. Regardons maintenant ce qu'on a avec le BTI complet. Nous avons testé 3 formulations. Tout d'abord, nous avons testé 2 formulations commerciales. La formulation BTI Vectobac WG, formulation solide, qui est utilisée dans la région Rhône-Alpes, et la formulation BTI Vectobac 12AS, formulation liquide, utilisée dans la région Méditerranée. Et pour s'affranchir de la formulation commerciale, nous avons produit en laboratoire notre propre BTI, qui est donc dépourvu de cette formulation. Et là aussi, nous avons exposé à plusieurs temps pour voir s'il y avait un effet. Donc là non plus, aucun effet du temps d'exposition sur la toxicité. Par contre, quelle que soit la formulation considérée, on a une baisse de la toxicité du BTI après un contact avec la litière de l'ordre de 70 à 80%. Alors finissons maintenant notre schéma bilan. Enfin, nous avons donc, après un contact avec la litière, une toxicité des toxines CRI qui reste la même, alors qu'on a une diminution de 20% de l'effet synergique des toxines CYT sur les toxines CRI. Et cela entraîne une baisse de toxicité de l'ordre de 70 à 80% du BTI. Alors ces résultats soulèvent plus de questions finalement qu'elles ne donnent réponse, puisqu'on ne sait toujours pas comment des toxines sous forme de cristal peuvent interagir avec de la litière. Pourquoi le BTI perd 80% de toxicité? Est-ce que c'est lié à l'enveloppe lamellaire? Est-ce que c'est lié à la baisse de synergie de 20% sur chacune des toxines avec un effet cumulatif? Ça, on ne le sait pas. Et est-ce que d'autres compartiments des gîtes à moustiques, peut-être les sols, peuvent avoir le même rôle et faire diminuer cette toxicité? Alors voilà, on a fini notre schéma bilan. Donc là, vous allez me dire, il est bien joli ce schéma bilan, mais finalement, il est un peu compliqué quand même. On ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé dans les gîtes à moustiques. Là, je suis d'accord avec vous. En faisant un petit schéma, on se replace dans un gîte à moustiques de la région Rhône-Alpes, principalement, avec de la végétation, un peu d'eau, des larves de moustiques et les litières qui sont tombées dans le fond du gîte. Et on va reprendre chacun des résultats. Alors, on épand notre BTI sous une forme de suspension de spores et de cristaux. Le BTI va sédimenter en 24 à 48 heures jusqu'à atteindre les litières végétales, où il va se retrouver, entre guillemets, piégé. On va ensuite avoir une perte de sa toxicité, ce qu'on vient de montrer ici, et qui est cohérent avec les observations des gestionnaires sur le terrain, puisque je vous ai dit que quelques jours après un traitement insecticide, on a une perte de sa toxicité. On va ensuite avoir un recyclage des spores qui vont germer par la suite, ce qu'on a montré ici, pour générer les litières toxiques. Alors, on ne sait pas du tout comment les spores ont pu se remettre en culture, quels sont les paramètres physico-chimiques qui peuvent l'aider ou qui en sont responsables. Est-ce que la présence de larves est indispensable? Donc on a nos litières toxiques, et donc comme il y a eu recyclage, il y a eu production de nouveaux cristaux qui vont permettre ensuite d'avoir une persistance différentielle des toxines qui va entraîner des proportions modifiées dans ces litières. Donc voilà, on a reconstitué le scénario qui a permis d'obtenir ces litières toxiques dans l'environnement. Et on peut raisonnablement se demander dans quelle mesure des moustiques présents dans ce gîte, exposés à ces litières, peuvent développer des résistances. Et donc c'est dans cet axe-là qu'on va se mettre, donc deuxième axe, où on va essayer de comprendre quels sont les mécanismes de résistance développés par cette souche Litox, que je vous ai présenté en introduction, résistante faiblement au BTI, mais plus fort aux toxines testées séparément. Alors il y a de nombreuses approches qui ont été réalisées pour essayer d'étudier cette résistance.
avant et au cours de ma thèse. D'abord sur des larves entières, où nous avons recherché des régions du génome sous sélection, contenant potentiellement des gènes impliqués dans la résistance. Et nous avons également regardé l'expression des gènes, pour voir s'il y avait des gènes différentiellement exprimés entre les deux souches qu'on pouvait relier au phénotype de résistance. Les résultats issus de ces deux approches ont été valorisés par 3 articles dans lesquels je suis co-auteur. L'inconvénient de ces approches réside dans la difficulté à distinguer les gènes réellement impliqués dans le phénotype de résistance de ceux fixés par effet d'autostop. Alors on a décidé de se focaliser sur le tissu dans lequel a lieu le mode d'action du BTI, l'intestin des larves, afin de réduire notre liste de gènes candidats. Et nous avons en plus couplé 2 techniques complémentaires permettant de regarder l'expression des gènes entre les deux souches, mais également les abondances relatives des protéines membranaires entre ces deux souches. Les résultats issus de ces travaux ont été valorisés dans un article qui vient d'être accepté dans la revue BMC Genomics. Alors je vais vous présenter rapidement le principe des 2 méthodes. Alors vous avez les larves et on extrait les intestins. Donc dans un premier temps, la méthode de transcriptomie qui a été réalisée à la Liverpool School of Tropical Medicine. Nous avons extrait les ARN et ces ARN ont ensuite été marqués avec des fluorophores différents pour les deux souches. Ici un fluorophore vert pour la souche résistante et rouge pour la souche sensible. Les ARN marqués ont ensuite été hybridés sur la nouvelle puce à ADN ALS Detoxin Plus qui contient plus de 80% des transcrits actuellement décrits chez le moustique. Dans chaque puits de cette plaque, il y a une sonde qui correspond à un gène. Lorsqu'il va y avoir surtranscription de ce gène chez la souche résistante, on va avoir un puits qui va être plutôt coloré en vert. Et lorsqu'on va avoir une sous-transcription de ce gène chez la souche résistante, on a un puits qui va être plutôt coloré en rouge. Et c'est les différences d'intensité entre le vert et le rouge qui va nous permettre de calculer les rapports d'expression entre les deux souches. Alors en parallèle, nous avons réalisé à l'Université de Géorgie aux États-Unis, au laboratoire de Michael Adang, une préparation de BBMV, Brush Border Membrane Vesicles. Cette technique se base sur la particularité des intestins d'insectes à former spontanément des vésicules qui permettent de conserver l'intégrité des protéines membranaires. Alors ces protéines sont ensuite marquées avec les mêmes fluorophores que je vous ai présentés là et vont être séparées sur des gels en 2 dimensions en fonction de leur point isoélectrique et de leur taille en kilodalton. Les spots pour lesquels nous voyons une différence d'abondance entre les deux souches vont être excisés puis identifiés par spectrométrie de masse entendelle. Alors, pour vous éviter la liste rébarbative de résultats générés par ce type d'approche, je vais vous présenter le mode d'action simplifié des toxines de Bacillus thuringiensis et je replacerai les principaux résultats que nous avons obtenus dans le contexte d'une infection au BTI. Alors le BTI, comme je vous l'ai dit, est épandu sous la forme d'une suspension de spores et de cristaux et va être ingéré par la larve de moustique. Alors vous croyez-moi, c'est une larve de moustique. Le cristal va ensuite être solubilisé dans le pH hautement alcalin du tube digestif pour relarguer des protoxines qui seront par la suite activées en toxines par les enzymes digestives pour qu'elles se fixent à des récepteurs membranaires spécifiques pour s'oligomériser et favoriser la perforation de l'intestin entraînant la mort de la larve. Mais tout ceci est un mécanisme adaptatif développé par le BTI afin que la spore puisse passer dans les molymphes, milieu riche dans lequel il va pouvoir germer et la bactérie proliférer. Alors on se garde ça en mémo sur la gauche et on va commencer par les résultats obtenus en transcriptomie. Donc nous avons réalisé une analyse fonctionnelle basée sur 13 catégories de fonctions. Et ce qu'on peut voir principalement, c'est que parmi les gènes rentrant dans les catégories des enzymes, on a une surreprésentation de ces gènes parmi les gènes sous- et surtranscrits. Et que parmi eux, on retrouve les enzymes de détoxication, surreprésentées parmi les gènes sous-transcrits, notamment des monooxygénases à cytochrome P450, déjà impliquées dans la métabolisation des insecticides chimiques et dans des cas de résistance à ces insecticides. Sachant que les gènes codants pour ces enzymes sont très régulés au niveau de leur expression, on est très probablement en présence d'un mécanisme de réallocation d'énergie, puisqu'il semble que ces enzymes aient peu de rôle à jouer dans la résistance au BTI. Je vais souffler un petit peu. Et parmi les enzymes, les protéases sont souvent impliquées lorsqu'il y a une résistance au BT par modification de l'étape d'activation des protoxines en toxines. Nous avons détecté 7 protéases différentiellement transcrites entre les deux souches, et notamment 4 métalloenzymes sous-transcrites chez la souche résistante par rapport à la souche sensible. Alors ces métalloenzymes peuvent potentiellement, là on est dans quelque chose de spéculatif, agir à ce niveau-là, et une diminution de leur quantité peut entraîner une moins bonne activation et de ce fait une survie différentielle et un phénotype de résistance. Alors regardons ce qui se passe du côté de la protéomique. Ne vous inquiétez pas, je vais le décrire.
Donc, nous avons vu de nombreux récepteurs différentiellement abondants entre les deux souches, avec 2 aminopeptidases, dont je sais compter, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il y a plusieurs isoformes pour chacune des protéines. Donc 2 aminopeptidases différentiellement abondantes entre les deux souches, et elles ont été décrites comme des récepteurs potentiels aux toxines Cri4B et Cri11A. De même, 2 alcaline phosphatases ont été trouvées moins abondantes chez la souche résistante que chez la souche sensible, et elles ont toutes deux été décrites comme capables de fixer les toxines Cri4B. Alors, là de même, on peut spéculer sur le fait qu'une diminution des récepteurs au niveau de la membrane peut entraîner une moins bonne fixation des toxines à la membrane et diminuer la mortalité. Nous avons également trouvé de nombreuses ATPases, toutes trouvées moins abondantes chez la souche résistante par rapport à la souche sensible. Les ATPases peuvent avoir 2 rôles au niveau de la résistance. Leur rôle principal dans les cellules est de générer le pH hautement alcalin du tube digestif. Ainsi, une diminution des ATPases pourrait entraîner une acidification du pH intestinal et une moins bonne solubilisation, et enchaîner de la cascade qu'on peut voir derrière. Et elles ont aussi été décrites comme des récepteurs potentiels pour les toxines Cri4B et peuvent jouer le même rôle que les autres alcaline phosphatases ou aminopeptidases. Calréticuline a également été trouvée plus abondante chez la souche résistante par rapport à la souche sensible, et cette calréticuline a déjà été impliquée dans la réponse immunitaire après différentes infections. On peut spéculer sur le fait qu'elle pourrait avoir un rôle de défense de la larve contre la prolifération bactérienne. Pour finir, en croisant toutes les données que je vous ai présentées tout à l'heure, notamment les données transcriptomiques, nous avons trouvé un gène qui était systématiquement surtranscrit chez la souche résistante par rapport à la souche sensible. Une protéine cuticulaire. L'imperméabilisation de la membrane péritrophique, empêchant potentiellement l'implantation de l'oligomère dans la membrane, pourrait entraîner ou participer au mécanisme de résistance. Donc là, on est dans quelque chose de spéculatif, je le répète encore une fois, mais on voit que le mode de résistance de cette souche litox est complexe et fait intervenir potentiellement de nombreux intervenants à différentes échelles, à différents niveaux du mode d'action. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons une liste courte de gènes candidats maintenant, qu'il va nous falloir valider par des approches fonctionnelles, soit par exemple en diminuant l'expression des gènes, particulièrement adaptés pour les récepteurs, également pour les ATPases, par la technique d'aéron interférence, ou au contraire, essayer d'augmenter leur expression pour les calréticulines ou pour la protéine cuticulaire par transgénèse, et regarder si la diminution de cette expression ou l'augmentation de cette expression a un impact sur la sensibilité des larves pour le BTI et pour les toxines séparées. Et on va essayer d'aller même plus loin, puisque pendant ma thèse, on a sélectionné 3 souches de moustiques à chacune des toxines Cri du BTI. Donc la souche LR4A a été sélectionnée avec la toxine Cri4A, LR4B à Cri4B, LR11 à Cri11. Et au bout de 14 générations de sélection, nous avons obtenu une résistance qui a augmenté de manière exponentielle et qui est maintenant de 20 fois pour la souche LR4A à Cri4A, de 14 fois pour LR4B à Cri4B et seulement par contre de 3,6 fois pour LR11 à Cri11. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, hormis la résistance à la toxine à laquelle on l'a sélectionnée, c'est de savoir si par exemple la souche LR4A présente une résistance croisée à Cri4B et à Cri11. Donc nous avons pris une dose pour laquelle nous avions plus de 90% de mortalité pour la souche sensible, Cri4A, Cri4B et Cri11. Donc si on teste les souches avec lesquelles elles ont été sélectionnées, donc LR4A pour Cri4A, on voit qu'on a une baisse de la mortalité des larves, ce qui est attendu puisqu'on vient de voir qu'on avait de la résistance. Pareil pour tout. Et si on regarde pour la toxine Cri4A, la souche LR4B en violet ne voit pas de diminution de la mortalité, donc elle n'est pas résistante à la toxine Cri4A, alors que la souche LR11 présente une résistance pour la toxine Cri4A. Si on regarde la toxine Cri4B, l'ensemble des souches sélectionnées présentent une tolérance accrue à cette toxine, et il en est de même pour la toxine Cri11. Donc ça veut dire qu'en sélectionnant des insectes avec une toxine du BTI, on a généré une résistance croisée aux autres toxines. Donc là, c'est vraiment des résultats préliminaires. Il va falloir continuer de sélectionner ces souches et les étudier pour essayer de comprendre dans quelle mesure les toxines séparées du BTI, chacune applique des pressions de sélection qui peuvent permettre d'avoir une résistance commune au BTI ou au contraire disjointe. Alors ce qu'on a montré dans cette thèse, c'est que le BTI avait pu se recycler en milieu naturel, générer les litières toxiques, et qu'en laboratoire, on avait une résistance au BTI et aux toxines séparées possibles. Alors on s'est demandé dans quelle mesure, c'était pas en train d'apparaître dans le milieu naturel, et nous avons prospecté des gîtes dans la région Rhône-Alpes avec l'aide de Renaud Stalinski, alors en stage de Master 1, et en étroite collaboration avec les EID, les gestionnaires scientifiques et les agents de démoustication de l'EID Rhône-Alpes. Donc nous avons recherché dans divers gîtes, puis échantillonné les larves, les avons identifiées et avons réalisé des bioessais qui consistent en 7 doses croissantes et 4 réplicats par dose. Et nous avons testé, et c'est là l'originalité de cette approche,
non seulement le BTI, ce qui est réalisé en routine par les EID, et auquel ils n'ont trouvé pour l'instant aucune résistance. Et nous sommes allés tester aux 3 toxines séparées CRI, CRI4A, CRI4B et CRI11. Nous avons montré que chez la souche Litox, une résistance de 3 fois au BTI équivaut à une résistance de plus de 60 fois chez la souche, à CRI4A. Donc on espère, avec des bioessais aux toxines séparées, avoir une meilleure résolution et détecter une résistance au BTI en train d'apparaître avant même qu'elle ait un effet sur l'efficacité des traitements. Donc avec ce type de manip, on a une courbe sigmoïde de la mortalité en fonction de la concentration en produit, et on va calculer les LC50, c'est-à-dire les doses pour lesquelles on obtient 50% de la mortalité dans la population. Alors parfois, ça c'est les aléas des échantillonnages, nous n'avions pas assez d'individus pour faire ces bioessais, et nous avons réalisé des doses diagnostiques avec 2 doses qui encadrent la LC50. Alors sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes, nous avons échantillonné plus de 50 gîtes. Nous avons visité plus de 50 gîtes et échantillonné 8 espèces réparties en 71 populations. Malheureusement, pour seulement 18% de ces populations, nous avons été en mesure de réaliser des bioessais et seulement 4 espèces. Et cela est principalement dû pour 68% des populations échantillonnées à un effectif trop faible trouvé dans les populations, mais aussi parfois à une mortalité naturelle trop importante ou à un taux de nymphose trop élevé. Et pour seulement une population d'Aedes aegypti, on a vu un profil qui nous semblait intéressant. Donc je vais vous le présenter. Sur les 3 populations testées au BTI, nous n'avons pas vu de tolérance accrue ou diminuée pour une des populations. Alors que lorsqu'on a testé les toxines séparément, CRI4A et CRI11A, on a vu une tolérance 3,5 fois plus élevée à CRI4A et 8 fois plus élevée à CRI11A de la population 52, qui est localisée ici, par rapport aux 2 autres populations. Alors ça nous intéresse puisque ça ressemble à une résistance au BTI qui est en train d'apparaître dans l'environnement, mais qui n'est pas détectable, vous le voyez, avec des bioessais au BTI. Alors évidemment, on ne parle que de tolérance. Pour pouvoir parler de résistance, il sera nécessaire de reproduire cela sur plusieurs années pour vérifier que la tolérance est bien en train d'augmenter, ce qu'on s'attend à avoir si la pression de sélection reste stable. Et il faudra également élargir l'échantillonnage à de nouvelles espèces et à de nouvelles populations pour généraliser notre outil et qu'il soit accessible au plus grand nombre. Alors je vous ai parlé d'outils, vous vous dites oui, c'est bien de développer des outils dans une thèse, mais si c'est pour qu'ils ne soient pas utilisables et utilisés par les gestionnaires, ça ne sert à rien. On est d'accord. Donc on va regarder dans quelle mesure nos outils s'intègrent dans un cycle opérationnel des gestionnaires. Donc les EID vont d'abord rechercher dans les gîtes à moustiques la présence de larves. Ils vont échantillonner, identifier les larves, les espèces, et ensuite ils vont réaliser les bioessais au BTI pour vérifier s'il y a de la résistance. Ils vont ensuite traiter ces gîtes au BTI, puis vérifier que les traitements ont été efficaces en regardant s'il y a présence d'adultes, jusqu'à la prochaine mise en eau, le cycle va continuer. Lorsqu'ils prospectent les gîtes, ils peuvent très bien échantillonner des litières végétales, et ils pourront regarder s'ils observent une persistance ou un recyclage anormal du BTI grâce au test d'extraction couplé à l'ELISA que nous avons développé. Ils pourront également vérifier par des bioessais aux toxines CRI s'il y a une résistance en train d'apparaître, en parallèle avec des bioessais au BTI qui restent indispensables. Et ils pourront ensuite récupérer les larves qui auront survécu aux doses les plus fortes dans des populations potentiellement persistantes et tester s'il y a la présence de gènes de résistance lorsqu'on aura réussi à les identifier dans les souches résistantes, évidemment. Donc on voit que nos outils s'intègrent parfaitement dans ce cycle et qu'ils apportent aux EID les moyens de suivre le devenir du BTI dans l'environnement et de vérifier s'il n'y a pas des résistances en train d'apparaître dans l'environnement et dans leur population. Alors regardons ce qui a été développé du coup dans cette thèse, avec un premier axe de persistance où on a montré que nous avions un outil fiable et performant de détection des toxines à partir de litières, et on a montré grâce à cet outil qu'il y avait une persistance différentielle des toxines et qu'un recyclage du BTI était possible et qu'il avait eu lieu dans les litières toxiques. Et nous avons également montré que la présence de litières diminuait de manière drastique la toxicité du BTI pour les larves de moustiques. Alors il va falloir augmenter la sensibilité de cet outil, notamment en développant des anticorps spécifiques à CRI4A et à CRI4B. Nous sommes déjà en train de les réaliser en synthétisant des peptides qui permettent de maximiser la différence entre les deux toxines. Nous allons aussi aller plus loin pour essayer de comprendre comment le BTI peut se recycler, puisque à la base, le dogme, c'était que ce n'était pas possible. Donc dans quelles conditions ça a été réalisé? Quels sont les paramètres physico-chimiques qui peuvent jouer? Est-ce que la présence de larves de moustiques joue? Et nous avons réalisé, en collaboration avec l'EID Méditerranée, des mésocauses pour faire varier différents paramètres physico-chimiques, la présence de larves, et nous sommes en train de les analyser pour voir s'il y a un effet, si nous avons réussi à recréer les conditions permettant un recyclage.
Et également, il faudra savoir pourquoi et comment le BTI perd sa toxicité lorsqu'il est en contact avec la litière, et est-ce que ce phénomène est un féodé aux litières ou peut être généralisé à d'autres compartiments des gîtes à moustiques. Nous avons montré dans le deuxième axe que la résistance au BTI, ou en tout cas à la litière toxique, était une résistance multigénique, et nous avons établi une liste courte de gènes candidats qu'il va nous falloir valider sur chacun des gènes candidats par des approches fonctionnelles, et il faudra également aller plus loin pour étudier les souches sélectionnées à CRIC4A, CRIC4B, CRIC11 pour essayer de disséquer les pressions de sélection appliquées sur les moustiques par le BTI et par chacune des toxines. Et enfin, dans un dernier axe, on a vu qu'on a développé un outil plus sensible et performant que ce qui existait actuellement, les bioSCO-BTI, en faisant des bioSCO-toxines séparées, et nous avons trouvé une population avec une tolérance accrue, une population d'Aedes aegypti. Il faudra augmenter le nombre d'espèces que nous avons testées, toujours pareil, pour généraliser notre outil, et surtout vérifier cela et le valider, parce qu'on sait que dans l'environnement, on peut avoir une variabilité énorme des réponses des larves à ces insecticides. Donc on voit que cette thèse, comme de nombreux travaux de recherche, a posé presque plus de questions qu'elle n'a donné de réponses. Et j'espère qu'elle donnera lieu à de nouveaux travaux qui permettront d'avoir une utilisation plus raisonnée du BTI en tant qu'insecticide. Voilà, donc je vais déjà faire plus court que les remerciements que j'ai fait dans la version écrite. Je crois qu'on m'a dit que j'avais battu les records. Donc je vais juste remercier les gens qui ont été là du début jusqu'à la fin, ou même ponctuellement dans cette thèse. Mes collègues, mes amis, ma famille, ma compagne et ma fille. Donc voilà, je vous remercie tous et merci à tous.